magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine Pluriel. En voici les titres. Le Togo désormais sur deux fronts de lutte, Covid-19 et Ebola. L'aéroport de Lomé face à cette double menace renforce les contrôles sanitaires. Les responsables de l'aéroport optent pour l'anticipation et prennent des précautions. Le sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique de demain, c'est pour le mois d'août prochain à Lomé. Cette première édition va regrouper des jeunes dirigeants de multinationales, ministres, hauts fonctionnaires et sportifs qui entendent bâtir à leur manière le continent africain en devenir. L'Union européenne s'engage à verser 100 millions d'euros à la campagne vaccinale en Afrique. Le financement destiné aux pays aux besoins humanitaires critiques et aux systèmes de santé fragiles va servir aussi de soutien à la formation des personnels médicaux et à la logistique. État de mise en œuvre du projet d'investissement et de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest Ouattara-Zip. Les parlementaires togolais ont été sensibilisés sur la question. Ils souhaitent que le travail sur le terrain soit accéléré afin de freiner l'érosion côtière. Pour nous en parler, nous sommes ce samedi avec M. Adou Rahim Alimi Assimiyou. Il est le coordonnateur du dit projet. Et puis à suivre également dans ce journal les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Alors que la pandémie du coronavirus est loin d'être maîtrisée, le virus Ebola refait surface en Afrique de l'Ouest. Et dans le cadre de la riposte à la nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée, les autorités portuaires ont rencontré hier à Lomé les acteurs de l'aéroport et les responsables des différentes compagnies aériennes. Les discussions entre l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC et ce personnel ont porté sur des sujets liés à la mise en œuvre des mesures et pratiques de lutte contre la pandémie du Covid-19 d'une part et sur la réactivation des mesures contre le virus Ebola de l'autre. Monsieur Hassan Amadi, directeur par intérim de la lutte contre la maladie et des programmes de santé publique. Depuis le 13 février, le Togo a reçu la déclaration de la survenue de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée-Conakry. Cette maladie est mortelle et c'est pour cela que nous devons tous prendre des dispositions pour empêcher son entrée dans notre pays. Et donc, plusieurs aspects ont été discutés avec tous ces acteurs pour nous permettre de renforcer notre système de surveillance épidémiologique au niveau de l'aéroport et des autres points d'entrée et mettre en place un système d'urgence pour détecter et prendre en charge très précocement tout cas qui serait suspect d'Ebola ou éventuellement confirmé. C'est donc désormais clair, l'Afrique de l'Ouest, en plus du coronavirus, fait aussi face au virus Ebola. Et l'ANAC prend des mesures pour protéger la population, d'où la rencontre de Lomé pour revisiter et réactiver le dispositif qui avait été déjà pris contre l'entrée du virus Ebola dans notre pays. Pour le directeur général de l'ANAC Togo, tout est mis en œuvre pour renforcer les contrôles sanitaires. Colonel Nyama Lata, directeur général de l'ANAC. L'aviation, c'est le moyen le plus court d'aller d'un point à un autre. En 2h30, on peut quitter la Guinée à 3 Lomé. Heureusement, les hautes responsabilités de Guinée ont pris des responsabilités pour circonscrire cela. Mais nous voulons anticiper. Nous avons réuni tous nos partenaires, y compris le ministère de la Santé, qui a détaché un expert qui est venu nous rappeler les effets d'Ebola que nous ne voulons pas. Donc nous nous sommes réunis ici pour d'abord faire le point de la pandémie du Covid-19 et ensuite insister pour voir dans quelle mesure nous allons réactiver ces mesures de prévention. Il a rappelé qu'il y a de cela une semaine, l'UEMOA avait initié une rencontre de tous les experts du ministère des Transports. Et il a été décidé de voir dans chaque État
qu'est-ce qui est fait concrètement et rappeler à tous les États qui sont très très affectés. Et je vous assure que le Togo a été félicité. L'OMS a indiqué que 11 000 doses de vaccins contre le virus sont attendues ce week-end dans le pays. Pour mémoire, retenez que le Togo occupe le premier rang en Afrique de l'Ouest, deuxième rang continental et le 15e rang au mondial dans la gestion du Covid-19. La première édition du sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique de demain s'ouvre les 5, 6 et 7 août prochains à Lomé. C'est un rendez-vous de jeunes dirigeants de multinationales, des ministres, de hauts fonctionnaires et des sportifs de classe mondiale. Ces hommes et femmes bâtissent le continent à leur manière sur quelques valeurs communes, à savoir l'entrepreneuriat, le panafricanisme, des pratiques modernes, l'innovation et la compétition. Abidé Lemou. Organisé par la synergie des jeunes leaders pour le développement de l'Afrique, ce premier rendez-vous vise à réunir les jeunes entrepreneurs et leaders africains, partager les idées, se former afin de les initier à la culture entrepreneuriale, à la recherche de l'excellence dans leurs activités pour le développement de leur continent. Monsieur Pascal Kossi Dosouvi, coordonnateur général, président du comité d'organisation du projet. Le sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique, c'est un événement international que nous voulons organiser pour les jeunes africains à Lomé au Togo, les 5, 6, 7 août 2021, pour échanger, discuter, se former sur la culture entrepreneuriale et la recherche de l'excellence dans nos activités pour le développement de nos pays d'abord et aussi du continent. Tous jeunes africains résidant sur le continent ou hors du continent, dont l'âge est compris entre 15 et 45 ans, de participer à ce sommet. La seule condition, c'est d'avoir une nationalité d'un pays africain. Les jeunes Africains dont l'âge est compris entre 15 et 45 ans peuvent s'inscrire et participer à ce sommet qui se veut un cadre d'échange. Monsieur Kofi Aboti, coordonnateur adjoint du projet. Nous avons différents partenaires qui nous ont ouvert leurs portes pour pouvoir recevoir des inscriptions en présentiel. C'est-à-dire que ceux qui sont à Lomé, qui veulent s'inscrire sur place, peuvent passer à l'hôtel Onomo. Il y aura des fiches d'inscription au niveau du siège de la SGLDA à Toti, également à Mint Hotel et d'autres points que nous allons vous confirmer incessamment. Mais déjà, vous pouvez aller en ligne. Nous avons des différentes plateformes sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. Vous écrivez Sommet des jeunes bâtisseurs d'Afrique. Vous allez nous retrouver. Le lien pour la page web est déjà sur les différentes pages. Vous pouvez cliquer sur le lien, remplir la fiche d'inscription et là, une équipe spéciale chargée d'étudier les inscriptions vous répondra dans 48 heures si votre inscription est validée ou pas et ensuite vous pouvez payer. Placé sous le thème « Le monde m'appartient, je suis jeune entrepreneur africain, panafricaniste, moteur de croissance et de développement socio-économique d'Afrique », le premier sommet des jeunes bâtisseurs contribuera à mieux préparer l'avenir des jeunes africains. Le groupe Zank Togo a procédé hier au lancement du projet Zank Togo, un projet qui vise à apporter des réponses aux problèmes de la jeunesse togolaise. Le projet qui va améliorer les conditions financières des jeunes togolais entend aussi susciter en eux l'esprit entrepreneurial à travers le commerce en ligne. Monsieur Thomas Soussou, coordonnateur national de Zank Togo. Nous avons remarqué tous que nos étudiants, nos jeunes qui sont au Togo, ils ont pratiquement entre 15 et 30 ans. Ce sont eux qui sont les gros utilisateurs des réseaux sociaux. Mais la plupart n'utilisent pas ces réseaux sociaux pour de bons escients. Alors notre projet Zank Togo consiste à les aider à gagner des revenus avec notre plateforme qui est le Zank Market qui est au marché, leur permet de faire des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, le gouvernement fait du numérique dans le développement sans fer de lance et apporte son soutien au projet qui va générer de l'emploi aux jeunes. Monsieur Anal Harim, directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Le projet a suscité un intérêt auprès de notre département. Cet intérêt vient du fait que le projet
a pour canal l'utilisation du numérique. Ça intègre parfaitement la vision du gouvernement qui veut faire du numérique un levier pour le développement de notre pays. Mais ça nous intéresse davantage parce que ça permet de créer de l'emploi pour les jeunes. Les jeunes, tout en apprenant, ils arriveront à partir de leur téléphone à gagner de l'argent, mais surtout à développer des compétences dans le domaine du numérique. Cette première phase pilote compte enregistrer 100 jeunes sur la plateforme Zank Market. Elle compte également créer 50 000 emplois d'ici 2023. Et voici la situation du Covid-19 au Togo, chiffre mis à jour hier 20 février 2021 à 20h47. 97 des 1340 personnes testées hier sont positives. Elle porte le nombre total de cas positifs à 6182. 57 guéris ont par ailleurs été enregistrés et porte le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 5236. Le nombre de décès reste inchangé, 81. Le nombre de cas actifs est de 865. À ce jour, un total de 225 622 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre malien Mokhtar Ouane était hier face aux membres du Conseil national de transition CNT qui tient lieu d'Assemblée nationale. Mokhtar Ouane a dévoilé son plan d'action qui comprend notamment le délai à respecter pour l'organisation des élections maliennes, mais aussi la sécurité et notamment le dialogue avec les groupes djihadistes. La première priorité de son gouvernement, le renforcement de la sécurité qui passe notamment par le recrutement de 25 000 militaires et la relecture de l'accord de paix d'Alger signé en 2015 entre le gouvernement et les ex-rebelles. Les électeurs nigériens sont de nouveau aux urnes demain dimanche à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. Dans un communiqué, le ministère nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité annonce la fermeture des frontières nationales, terrestres, aériennes et fluviales durant ce week-end. Toutefois, il est fait exception pour les vols cargo, les vols sanitaires, les vols militaires et les transports de marchandises par voie terrestre. Plus de 7 millions de Nigériens vont donc départager demain le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Bazoum Mohamed, et Mohamed Ousmane du Renouveau démocratique et républicain. Démarrée le 31 janvier dernier, la campagne électorale s'est achevée hier à minuit. 100 millions d'euros d'aide humanitaire pour soutenir la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus en Afrique. C'est la promesse faite hier par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Cette annonce intervient juste après un autre engagement de l'Union européenne de doubler à 1 milliard d'euros sa contribution à COVAX, une initiative internationale pour garantir un accès juste et équitable à des vaccins sûrs et efficaces contre le nouveau coronavirus des pays à revenus faibles et moyens, notamment en Afrique. Charlotte Ahar. Pour la présidence de l'Union européenne, la pandémie ne cesserait que lorsque la population du monde entier serait protégée. L'UE est prête à soutenir les stratégies de vaccination de ses partenaires africains, ajoute-t-elle en fournissant des experts et du matériel médical à la demande de l'Union africaine. Dans le même sens, la commissaire européenne aux partenariats internationaux a précisé de son côté que l'Union européenne avait déjà mobilisé plus de 8 milliards d'euros pour faire face à la pandémie en Afrique. Autre promesse, celle du G7 qui promet 7,5 milliards d'euros pour la vaccination dans les pays pauvres.
Comme on le voit, la communauté internationale se mobilise pour soutenir les pays les plus pauvres. Le plan onusien de son côté souhaite fournir 1,3 milliard de doses de vaccins à 92 pays d'ici la fin de l'année. Lors de la réunion virtuelle des dirigeants du G7, Angela Merkel, la chancelière allemande, a estimé en parlant d'une question élémentaire d'équité que la pandémie ne sera vaincue que lorsque le monde entier aura été vacciné. Ailleurs et plus précisément au Gabon, des heures entre la police et des manifestants qui participaient au concert des casseroles pour exiger l'allègement des décisions du gouvernement contre la propagation du Covid-19 ont fait jeudi 2 morts. Le Gabon a rallongé il y a une semaine son couvre-feu, le faisant commencer dès 18h au lieu de 20h et interdit les entrées et sorties de la capitale vers les provinces afin d'enrayer une hausse inquiétante des cas de Covid-19. Le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble a condamné hier les affrontements anti-gouvernementaux à Mogadiscio qui ont perturbé les activités commerciales dans la capitale du pays. Il a averti que son administration ne tolérerait pas de manifestations armées quelques heures après de violents affrontements entre les forces de sécurité gouvernementales et les fidèles des candidats à la présidence de l'opposition dans le centre de Mogadiscio. Le chef de l'État somalien, dont le mandat a pris fin le 8 février dernier et qui cherche à se faire réélire pour 4 ans, n'a pas été en mesure de parvenir à un accord avec 5 États membres fédéraux sur le processus électoral. Le mandat actuel du Parlement a pris fin et les élections présidentielles et législatives devaient se tenir entre décembre 2020 et février 2021. Washington suspend une partie de son aide financière à l'Éthiopie alors que de graves accusations de violation des droits de l'homme pèsent sur les autorités éthiopiennes. La mesure survient après celle déjà prise par l'Union européenne. C'est la première décision forte de la nouvelle administration Biden depuis le début de la guerre au Tigré. On parle ici d'un montant de 212 millions de dollars d'aide, non pas annulés mais suspendus. Les États-Unis demandent l'arrêt de combat, des négociations et un accès libre pour les humanitaires. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué hier le retour des États-Unis au sein de l'accord de Paris sur le changement climatique et exhorté à une action mondiale pour parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050. Lors de sa première journée à la Maison-Blanche, le président Joe Biden a signé un nouvel instrument d'acceptation qui a été déposé auprès du secrétaire général de l'ONU le même jour, permettant le retour des États-Unis le 19 février, c'est-à-dire hier, conformément aux dispositions de l'accord. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est attendu ce samedi à Téhéran pour tenter de trouver, une solution mutuellement acceptable concernant l'accès des inspecteurs aux installations nucléaires de l'Iran. L'objectif de Raphaël Grossi est d'empêcher que l'Iran réduise sa production, sa coopération avec l'agence. Selon une loi votée par le Parlement iranien, si les États-Unis n'annulent pas toutes les sanctions imposées contre l'Iran depuis 2018, Téhéran n'appliquera plus le protocole additionnel à partir de mardi prochain et limitera considérablement sa coopération avec l'agence. Deuxième partie de cette édition invitée. Le projet régional d'investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA-RESIP, est dans sa 3e année d'exécution. Les travaux sont axés sur les investissements physiques et sociaux avec des sous-projets, entre autres actions, cours sur le littoral de Bojomé à Aboudrafo. Un programme d'urgence est en cours et couvre 6 villages. Les députés aussi sont désormais impliqués dans cette course, dans cette cause pour plus de sensibilisation, nous dira notre invité de ce journal, Monsieur Abdou Rahim
Alimi Assimiou. Il est le coordonnateur du projet. La passation des marchés est l'une des difficultés que rencontre le projet, mais les responsables espèrent atteindre les objectifs fixés. Monsieur Adou Rahim Alimi Assimiou est interrogé par Odette Pira. Monsieur Adou Rahim Alimi Assimiou, bonjour. Bonjour Madame Odette Pira. Le projet régional d'investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Waka RESIP, a démarré au Togo il y a 3 bonnes années. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Merci beaucoup. Effectivement, le projet Waka a été mis en vigueur depuis juillet 2018. Nous sommes effectivement dans sa 3e année de mise en œuvre. Le projet en réalité est bâti sur des investissements physiques et des investissements sociaux. Les investissements physiques sont d'abord précédés par les études de faisabilité, et pendant tout ce temps, je crois que nous avons réalisé ces études de faisabilité, parce que quand on le prend domaine par domaine, quand on prend le domaine de la protection côtière, donc l'étude de faisabilité technique des travaux a été complété et le dossier d'appel d'offres pour le recrutement de l'entrepreneur qui va faire les travaux est déjà lancé. Pour ce qui concerne le domaine des inondations, l'étude de faisabilité technique est en cours et va s'achever bientôt. Et pour ce qui concerne le domaine de la pollution aussi, il y a l'étude de faisabilité qui va commencer par rapport à ça. Donc, disons en gros, nous sommes dans une phase de réalisation des ouvrages ou des investissements physiques qui sont prévus. Bon, pour ce qui concerne l'aspect investissements sociaux, nous avons mis en œuvre un sous-projet au profit des communautés bénéficiaires, justement pour renforcer leur résilience par rapport aux phénomènes dont ils subissent. Donc nous avons aussi les activités génératrices de revenus dont les documents viennent d'être préparés. Nous allons commencer leur mise en œuvre très bientôt. Et nous avons aussi une 3e catégorie de sous-projets qui va être mise en œuvre à partir du mois de mars déjà par rapport aux appuis que nous apportons aux différentes communautés bénéficiaires. Donc voilà un peu globalement en résumé, si je peux dire, où c'est que nous en sommes par rapport aux différents aspects du projet. Waka RESIP est un projet régional. Quels sont les autres pays impliqués? Qu'est-ce qui a été fait dans ces pays par rapport au Togo? Effectivement, le Waka, c'est un programme régional. Il y a 6 premiers pays pilotes. Donc les 5 autres pays en dehors du Togo sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie et Sao Tomé-Principe. Donc ce sont ces 6 pays qui constituent les premiers pays qui ont bénéficié du financement du projet Waka. Étant un projet régional, donc les objectifs sont pratiquement les mêmes, avec des spécificités naturellement par rapport à chaque pays. Donc au jour d'aujourd'hui, pour les autres pays comme pour le Togo, globalement nous avons des investissements physiques et des investissements sociaux à faire. Et pour ce qui concerne les investissements physiques, je crois que pour l'ensemble des pays aussi, on est pratiquement au bout des études de faisabilité qui sont préalables à la mise en place de ces investissements. Donc pour ce qui concerne aussi les investissements sociaux, je crois qu'il y a aussi des sous-projets aussi qui sont financés par rapport à ça. Donc globalement, nous sommes pratiquement au même niveau d'avancement par rapport à l'ensemble du projet avec les 5 autres pays. Qu'est-ce qui était prévu dans l'agenda de ce projet? Il était prévu la réalisation d'investissements physiques après les études de faisabilité technique. Et aujourd'hui, la plupart des études de faisabilité technique pour les différents aspects certains sont aboutis, certains sont en cours de réalisation, vont être aboutis bientôt. Mais il était prévu quand même que déjà au cours de cette 3e année, qu'on puisse amorcer la réalisation des ouvrages. Bon, cela ne va pas tarder avec la protection côtière, puisque comme je le disais tantôt, l'entreprise, le prestataire qui va réaliser les travaux est en cours. Le dossier a été lancé et le recrutement va se faire bientôt pour que les travaux commencent. Mais je voulais dire que, en attendant cela, le projet est en train de mettre en œuvre un programme d'urgence de protection sur l'axe Bodjomé à Boudrafort, sur lequel nous utilisons une technologie qu'un de nos compatriotes a développée. Donc c'est la technique de puits qui permet un peu de capter les sédiments et de recréer la plage. Donc à ce niveau, les travaux sont relativement avancés. Et il y a 6 villages à couvrir. Sur un des villages, les travaux sont complètement terminés. Donc on est en train d'aborder 3 autres villages et je crois que d'ici 2 mois, l'ensemble de ce travail-là pourrait être aussi complété. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exécution de ce projet? Les autres pays ont-ils les mêmes problèmes? Bon, vous savez, c'est un projet régional avec un
peu des objectifs généraux, mais des spécificités un peu par pays. Au niveau du Togo particulièrement, je crois que c'est aussi général pour l'ensemble des autres pays. C'est des questions liées à la passation de marché. Aujourd'hui, je crois que nos systèmes ne sont pas encore suffisamment rodés pour donner toute la célérité qu'il faut à la procédure, à toute la chaîne de passation de marché. Je crois qu'il y a des petits retards qui s'observent sur un certain nombre de dossiers, mais c'est des questions que nous gérons au quotidien et pour lesquelles, avec le partenaire technique et financier, nous arrivons très rapidement à nous entendre pour accélérer un certain nombre de dossiers qui tardent. Bon, en dehors de ça, nous avons aussi avec le Bénin, puisque avec le Bénin, nous co-gérons ce que nous appelons un segment transfrontalier en matière de protection côtière. Bon, je crois qu'à ce niveau aussi, c'est pas vraiment de grandes difficultés, mais comme vous savez, quand deux équipes se mettent ensemble pour réaliser des travaux, il y a certaines fois des petites incompréhensions qui retardent un peu le travail. Bon, je crois que sur cet aspect quand même, les choses aussi avancent pas mal. Je crois qu'en dehors de ça, c'est des petits trucs au quotidien. Sinon, on n'a vraiment pas de difficultés majeures aujourd'hui par rapport à la mise en œuvre du projet. Au début de cette semaine, vous avez formé les députés selon leur zone géographique à vous accompagner. Pourquoi les députés et qu'entendez-vous de ces élus? Les députés, quand vous prenez un député, c'est d'abord un représentant du peuple. Donc derrière un député, il y a tout un électorat, il y a toute une communauté qui est associée. Et les projets que nous faisons, comme vous dites, les phénomènes auxquels le projet s'attache sont des phénomènes très sensibles. On parle de l'érosion côtière, on parle des inondations, on parle de la pollution. Donc c'est des questions que nous ne pouvons régler sans une adhésion, une implication des communautés elles-mêmes. Et donc c'est dans ce sens que, avec les députés qui sont des gens très proches aussi des communautés qui les ont justement donné leur voix et qui leur parlent. Donc je crois que c'est des bons porteurs de messages sur le projet et qui puissent permettre vraiment cette adhésion, cette implication que nous cherchons. Parce que pour la plupart, nous avons des travaux qui vont nécessiter une main-d'œuvre, qui vont nécessiter aussi que les communautés puissent s'investir pour un certain nombre de choses. Donc, il faut que les gens comme les députés puissent nous aider à sensibiliser les communautés par rapport à ça, de façon à ce qu'on puisse avoir de meilleurs résultats possibles. Encore 2 ans et le projet prendra fin. Êtes-vous sûr de l'atteinte des objectifs du projet? Non, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le projet avance très bien vers l'atteinte des objectifs de développement qui lui sont assignés. C'est vrai que au départ, le projet a pris un peu de lenteur, mais aujourd'hui, je crois qu'on a pris l'élan et nous sommes, disons, à une vitesse de croisière, comme on le dirait. Mais je crois que nous avons toutes les raisons d'estimer ici que les objectifs seront atteints à la clôture du projet en décembre 2023. Et nous y travaillons régulièrement et nous faisons en sorte que les dossiers sur lesquels nous avons pris du retard, nous développent des stratégies pour accélérer rapidement leur réalisation. Pour terminer, quelle est l'implication des bénéficiaires dans l'exécution de ce projet, dans la lutte contre le chômage des jeunes? Quand vous prenez un peu le programme de protection d'urgence que nous sommes en train de mener, c'est un travail qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et là-dedans, on a besoin que les jeunes puissent participer à plus se prêter au recrutement pour réaliser ces travaux-là. Et nous avons aussi, dans le cadre des investissements sociaux, nous avions des sous-projets communautaires qui sont mis en œuvre avec les collectivités locales et qui demandent aussi un certain nombre de travail, c'est des reboisements où les jeunes s'impliquent pour pouvoir faire ces travaux. Nous avons aussi dans le cadre de la gestion des plans d'aménagement des forêts, et nous avons aussi l'implication de la communauté. Et je crois que dans l'ensemble de ce que nous faisons, comme je l'ai dit, vraiment, c'est avec l'implication de la communauté, et particulièrement les jeunes et les femmes, parce que ce sont les cibles prioritaires et privilégiées du projet par rapport à l'ensemble de ce que nous faisons. Monsieur Adou Rahim Alimi Assimio, merci. Merci beaucoup, Madame Odette Gila. L'homicide volontaire désigne une infraction pénale appartenant à la catégorie des crimes. Il consiste à porter délibérément atteinte à la vie d'autrui et à commettre un meurtre, peu importe les moyens utilisés.
Selon le code pénal, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. L'homicide volontaire doit également être distingué des violences mortelles, c'est-à-dire des causes et blessures ayant entraîné la mort de la personne sans que l'auteur des violences ne l'ait voulu. Dans le cas qui nous concerne, le nommé Bandé, un peul nomade accusé d'homicide volontaire et de violence volontaire, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi dans Écho du Palais. Les faits se sont déroulés le 30 avril 2012. Vers 5 heures du matin, Ernest et sa famille venaient à peine de se réveiller dans leur ferme de Katakokopé dans le village de Dapan-Okopé dans la préfecture de l'Est Mono lorsqu'ils virent des troupeaux de bœufs conduits par des bouviers nomades peuls se diriger vers leur champ situé non loin de leur maison. Rapidement, Ernest se dirigea vers les peuls nomades avec son fils Comblan pour leur demander de changer d'itinéraire. Un des peuls nomades s'en prit alors violemment et sans aucune raison au chef de famille auquel il asséna des coups de machette. Ce dernier, qui s'écroula sous les coups, rendit l'âme sur le champ. Ses enfants, qui tentèrent de le secourir, furent aussi grièvement blessés à coups de machette. Quant à leur mère, après avoir appelé en vain au secours, elle a dû fuir pour avoir la vie sauve. Après leur forfait, les peuls ont tiré des coups de fusil en l'air avant de prendre la fuite. Les enquêtes qui ont été menées ont conduit à l'arrestation du nommé Bandé. À l'enquête préliminaire, il a nié toute implication dans la commission des faits, rejetant les torts sur les nommés Oro et Djamaré en fuite vers le Bénin. Il a reconnu tout de même que les faits se sont déroulés en sa présence et a avoué qu'il n'a pas pu intervenir pour empêcher ses compagnons de commettre les crimes parce que ceux-ci avaient en leur possession non seulement des machettes, mais aussi un fusil perfectionné. Il a précisé que les peuls sont difficiles à maîtriser dans ces genres de situations. Mais devant le juge d'instruction, il s'est rétracté et a changé de version. Il a affirmé en effet être un peul nomade d'origine nigériane qui a quitté son pays pour le Togo dans le cadre de ses activités de maraboutage et pour rechercher un de ses frères qui résiderait dans la préfecture de l'Est Mono. Il a prétendu ne pas avoir été témoin des faits incriminés, soutenant que ce sont d'autres compatriotes qui lui ont donné les noms des auteurs. Selon les juges, sa première version est plus proche de la réalité et il a cherché à égarer l'information. Ainsi, par ses motifs, il a été déclaré suffisamment établi contre les nommés Bandé, Oro, Djamaré, les préventions d'homicide volontaire et de violence volontaire. Renvoyé devant la cour d'assises pour être jugé conformément à la loi, Bandé a été condamné en 2016 à 10 ans de réclusion criminelle et des mandats d'arrêt ont été décernés contre les nommés Oro et Djamaré. À samedi prochain. La revue de presse pour clôturer ce journal, 2 principaux sujets ont été abordés dans les parutions de la semaine. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et de la lutte contre la pandémie du coronavirus. D'ailleurs, la campagne de vaccination s'annonce pour bientôt. Liantine Atogima. Le grand quotidien national Togo Presse signale à sa une que les premières doses de vaccin contre le Covid-19 sont annoncées pour la semaine prochaine. Bonne nouvelle, le vaccin est à portée du Togo, se réjouit le médium. Forum de la semaine met l'accent sur le vaccin qui fera objet de cette campagne. Il s'agit bien évidemment de l'AstraZeneca. L'Union pour la patrie renchérit et relève qu'en attendant l'offre de la plateforme COVAX, le vaccin AstraZeneca pour le Togo, un choix qui n'est pas fermé. Abondant dans le même sens que l'Union pour la patrie, ECO du pays rappelle que dans un premier temps, le Togo avait souscrit à l'initiative COVAX de l'Organisation mondiale pour la santé qui vise à accélérer l'accès des pays africains au vaccin. Mais l'initiative semble lente pour beaucoup de pays, ce qui fait que bon nombre, à l'instar du Togo, se sont lancés individuellement dans l'acquisition du vaccin afin d'essayer au mieux possible d'arrêter la propagation du virus. Quel est le dispositif mis en place pour une vaccination réussie, s'interroge Togo Matin. Le quotidien privé exhorte le conseil scientifique à éclairer l'opinion publique sur cette question.
le vaccin une alternative, mais ne négligeons pas les gestes barrières, recommande Togo Presse. Liberté prône l'accent sur la sensibilisation, le contrôle et une prise de conscience face à la multiplication des foyers de contamination dans les écoles. Face à cette proposition, le Mania libéré fait un constat amer du relâchement des mesures barrières et se demande à quand la prise de fonction de la nouvelle entité, le groupe de surveillance mixte anti-Covid-19. La manchette qualifie de grosse erreur la dissolution de la FOSAP. Autre virus qui gangrène la société actuelle, le terrorisme. Le médium écrit « Il est temps de faire face efficacement aux menaces terroristes pour la sécurité de notre pays ». Les forces du mal de plus en plus réactives. Le G5 Sahel sonne la révolte, ajoute Vision d'Afrique. Il urge donc que le Togo se dote des moyens efficaces pour faire face à toute éventualité car, plus de doute, la nation togolaise est dans le viseur des terroristes, martèle le médium. Chaque citoyen est appelé à jouer sa part. Les autorités locales de la région de la Kara sont déjà mises à contribution, nous informe le grand quotidien national. Elles ont été outillées sur les différentes mesures d'identification des potentiels extrémistes afin d'aider les forces de défense et de sécurité dans cette lutte. La lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est l'un des sujets qui ont fait d'ailleurs l'objet de la rencontre entre le chef de l'État togolais Faure Eswazibna Gnassingbé et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Pour finir, les parutions ont rendu un vivant hommage au directeur de publication du journal Courrier de la République, Alirou Tchakala, décédé le week-end dernier. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal Magazine Pluriel. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles à Radio Lomé. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg